Récessions et reprises depuis les années 1980. Le début des années 1980 est marqué par une crise économique importante. Cette récession est le résultat de deux crises de l'énergie en 1973 et 1979. À chaque fois, les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, ont décidé de réduire leur production afin de faire augmenter les prix du baril de pétrole et du même coup, leurs revenus. Ces crises de l'énergie auront des répercussions directes sur l'économie canadienne dans son ensemble en provoquant une forte inflation. L'inflation est une hausse générale des prix à la consommation jumelée à une décroissance du produit intérieur brut. On assiste à une chute de la demande de biens parce qu'ils sont plus chers qu'auparavant sans pour autant que les salaires aient suivi cette hausse de prix, ce qui provoque une baisse de production et finalement une hausse du taux de chômage. Comme le pouvoir d'achat des consommateurs est directement affecté par cette inflation et un taux de chômage en hausse, le ralentissement économique prend de plus en plus d'importance. Lorsque le taux de chômage en hausse s'accompagne d'une inflation grimpante et d'un ralentissement de la croissance économique, on parle d'une situation de stagflation. Dans ce contexte, les dépenses de l'État, tant au Canada que dans les provinces, augmentent. Au Québec, l'État-providence est un système coûteux à la base. La dette du Québec augmente sans cesse et s'accentue encore plus en raison de la hausse des taux d'intérêt sur les emprunts contractés pour financer la Révolution tranquille des années 1960-1970. Pour réduire ses dépenses et son endettement, l'État québécois va adopter une nouvelle façon de penser. S'inspirant du courant néolibéral qui souhaite alléger le fardeau de l'État, Québec va réduire son rôle dans l'économie et les services sociaux tout au long des années 1980 et 1990. Ce mouvement de désengagement de l'État se concrétisera également au niveau du gouvernement canadien. Des sociétés d'État vont être privatisées, comme Québécois, Air Canada et Petro-Canada, pour ne nommer que celles-ci. Les gouvernements vont revoir leur principe de gratuité universelle des services et vont commencer à réduire l'accès et le nombre des services gratuits et vont commencer à imposer des tarifs. C'est ce qu'on appellera le principe de l'utilisateur-payeur. En 1996, le gouvernement du Québec amorce son virage ambulatoire dans le domaine de la santé et tente de rendre les soins plus efficaces et moins coûteux en envoyant à la retraite des centaines de médecins et personnels infirmiers d'expérience, donc coûtant plus cher à employer. De plus, on privilégie désormais de courts séjours à l'hôpital, des chirurgies d'un jour, plutôt que des hospitalisations plus longues et coûteuses. Pendant les années 1980 et 90, les États considéreront que le meilleur moyen de se sortir des récessions successives est d'élargir le marché. De cette idée naissent les négociations canado-américaines de 1986 portant sur la création d'une zone de libre-échange entre les deux pays. L'accord est mis en application en 1989 pour une période de 10 ans. En 1994, le Mexique se joint à l'entente qui devient l'accord de libre-échange nord-américain. Pendant les années 1990 et 2000, les exportations canadiennes, donc les revenus, augmentent, alors que les importations, les dépenses, restent stables en comparaison avec ce qui se faisait auparavant. Le libre-échange et la délocalisation industrielle ouvrent le Québec à la concurrence internationale. Ce qui avait permis la croissance économique et l'amélioration générale des conditions de vie au Québec pendant la période qui suit la Deuxième Guerre mondiale se pose désormais comme une embûche dans la concurrence avec les pays en voie de développement. Dans ces pays, les syndicats sont rares et les salaires sont bas. En raison des coûts de production plus bas dans ces pays, les entreprises fermeront au Québec pour envoyer la production de leurs produits, en tout ou en partie, dans les pays en voie de développement. Les secteurs ainsi affectés, principalement le textile qui a pratiquement disparu au Québec, subissent des pertes d'emplois. Pour atténuer les effets de la mondialisation sur la main-d'œuvre, les gouvernements vont mettre en place des mesures afin d'aider les travailleurs à se spécialiser dans les domaines de pointe où la main-d'œuvre est en demande. On soutiendra également la relocalisation des travailleurs touchés par les fermetures d'usines.
À partir des années 1980, l'économie canadienne entre dans une phase post-industrielle dominée largement par le secteur des services. Ce secteur économique désigne toute activité produite, en dehors des secteurs primaires et secondaires, contre paiement. On pense par exemple, mais sans s'y limiter, à la vente au détail, à l'enseignement, au transport, aux soins médicaux, etc. Malheureusement, une économie basée sur les services désavantage les régions, car elles ne sont pas aussi bien desservies que les zones plus peuplées comme les villes. Le secteur tertiaire exige une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée afin qu'elle occupe des emplois toujours plus spécialisés. En conséquence, la scolarisation de cette main-d'œuvre est plus longue, mais, en contrepartie, puisque les salaires sont plus élevés pour ces emplois, cela permet également de hausser le niveau de vie de ces travailleurs. Entre 1996 et 2001, nous assistons à un recul marqué des secteurs primaires et secondaires. En agriculture, on constate une chute du nombre d'exploitants ainsi que le manque de relève. Dans le secteur industriel secondaire, les améliorations technologiques en industrie en modifient l'organisation du travail. Des emplois sont perdus en production et un certain nombre sont recyclés en entretien et maintenance de ces nouvelles technologies. Malgré tous les progrès des économies québécoises et canadiennes, on constate des disparités entre les travailleurs selon le sexe. Encore beaucoup de femmes occupent des emplois précaires et moins bien payés que les hommes, et ce, dans tous les secteurs d'activité. L'économie du 21e siècle bouleverse nos modes de vie de la même façon que l'a fait l'industrialisation au début du 20e siècle. Le Québec et le Canada doivent garder l'œil ouvert afin de continuer à offrir à la population un milieu de vie où elle peut s'épanouir et se réaliser, qui fait l'envie de plusieurs dans le monde.